Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce deuxième webinaire Prodware autour donc, de la Power Platform. On va vous parler d'automatisation de processus aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagné par un nouveau collaborateur Prodware, Nicolas Langlais, qui va driver en fait notre practice Power Platform. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc effectivement, je viens d'arriver chez Prodware et en tant que team leader Power Platform, et on a beaucoup de choses à vous montrer, à vous expliquer aujourd'hui. Voilà, on est très content que vous soyez là avec nous. Passons à l'ordre du jour. Alors, on va refaire, mais un peu plus rapidement que lors du webinaire précédent, donc un petit tour du concept du low-code, et on ira très vite autour d'un cas d'usage personnellement que je trouve fort inspirant que Nicolas en fait nous démontrera. Ensuite, on passera sur un volet, on va dire aussi d'inspiration et comment aller trouver eh bien, des cas d'usage autour de l'automatisation de ces processus. Et on verra dans quelle mesure Prodware peut vous accompagner. Bien entendu, on vous accordera du temps pour répondre à vos questions. Et si d'aventure nous n'avions pas le temps, Nicolas et moi et l'ensemble des équipes Prodware sommes à votre disposition pour aller plus loin en dehors de ce webinaire. L'automatisation des processus métiers grâce au low-code, grâce au no-code. On va voir les différents éléments qui se cachent derrière ces concepts. Aujourd'hui, on doit accélérer notre transformation digitale. Très clairement, on a de nouveaux enjeux métiers, on a de nouveaux enjeux IT et qui doivent collaborer l'un avec l'autre. On doit accélérer dans la digitalisation des processus pour supprimer bon nombre de manipulations, des manipulations parfois complexes, des manipulations qui sont encore parfois papier. On doit le faire dans des délais relativement restreints, souvent dans des contextes budgétaires relativement contraints. Et quoi qu'il en soit, au service des métiers, au service du développement de vos activités, au service du développement, je dirais, de votre relation commerciale. Bref, toujours au service du business et de l'organisation. Bien entendu, en répondant à des règles de l'art côté IT, on doit respecter de la conformité, de la sécurité, de la cybersécurité, qui est aujourd'hui un thème relativement important. On doit piloter tout ça côté IT. Et bien entendu, on a un existant. On ne peut pas renverser la table aussi facilement qu'on le voudrait. Et donc, on doit maintenir des systèmes existants, mais penser à une trajectoire évolutive. Quelques chiffres, mais c'est surtout les thèmes qui vont nous intéresser. Dans tous les cas de figure, on parle de transformation digitale, donc on a une augmentation de la demande numérique. On doit fournir des apps, on doit fournir énormément d'apps. On a tous des domaines à digitaliser. Et on a des collaborateurs dans les équipes, dans les métiers, qui sont d'autant plus demandeurs qu'ils comprennent que la technologie, aujourd'hui, va leur rendre service. Et ils ne comprendraient pas qu'on n'arrive pas à leur rendre service grâce à la technologie. Et quoi qu'il en soit, on a besoin de monde pour produire ces apps. Et sur le secteur de l'IT, vous savez tous qu'on est en contrainte. Donc, on doit attendre de la technologie une promesse, une proposition de valeur qui va nous aider, grâce à des applications no-code, low-code, à aller plus vite pour répondre à nos métiers et sans forcément d'avoir de l'expertise IT. Aujourd'hui, on a une partie IT pilotée par nos DSI qui ont un cycle de vie, un plan de transformation préétabli. Par contre, en règle générale, dans nos organisations, eh bien, on a tout un tas de briques, parfois directement consommées par les métiers, que les métiers ont directement acheté auprès de prestataires. Et en totale, je dirais, autonomie,
alors, sans faire de cachotterie, bien entendu, mais en absence de gouvernance, quelque part, de la direction des systèmes d'information. C'est ainsi qu'on va avoir des outils marketing, des outils de gestion de projet, des tableaux Excel, des bases Access, peut-être pour les plus, on va dire, techniques dans les métiers, des petites macros côté Excel, bref, de la Shadow IT. De la Shadow IT, mais qui n'est ni plus ni moins une réponse à des besoins métiers et des solutions qui sont en règle générale relativement accessibles, peut-être no code, low code d'ailleurs. Quelle est la différence? Je pense qu'il y a un bon exemple pour définir les notions de no, low et pro code. C'est de penser à Excel en fait. On a tout dans Excel. On a Excel qui va nous servir à faire juste des tableaux. En fait, c'est du no-code. On va être capable quand même d'organiser des données, les trier, de faire des tableaux croisés dynamiques, etc. Mais c'est aussi low-code. On va être capable de faire appel à des assistants pour nous créer des formules, pour empiler parfois des formules, créer des modèles de données relativement simples, aller se connecter en simple clic à des sources de données. Ou alors, même Excel nous permet de faire du développement. On est capable d'aller faire des macros, d'avoir accès à du langage dans un environnement quasi de développement. Donc, comprendre les notions de no-code, low-code, pro-code, je trouve que cette image d'Excel est plutôt intéressante. Donc, pour répondre à ces enjeux de digitalisation. Aujourd'hui, on va se concentrer, bien entendu, sur l'automatisation des processus. Eh bien, on a Microsoft qui va nous proposer une plateforme, et on parle d'une seule plateforme. Certes, vous avez l'habitude des produits Microsoft. On a une approche par différentes briques, mais ces différentes briques appartiennent en fait à une seule et unique plateforme qui est la Power Platform, qui va nous proposer une brique pour réaliser des applications, Power Apps, des briques pour automatiser des processus, ça va être le cœur de notre présentation avec Nicolas, Power Automate, un chatbot, le Power Meter Management, du portail avec Pages, du Power BI, que je ne ferai pas l'insulte de vous présenter puisque je pense que tout le monde connaît Power BI, et bien entendu sur un socle technique qui va nous permettre, grâce à des connecteurs, aujourd'hui je pense qu'on est autour du millier de connecteurs avec des solutions et des technologies standards du marché, avec de l'intelligence artificielle, avec un modèle de données, le Dataverse, avec des outils de pilotage, les environnements managés, et aussi pour les plus pro-code d'entre nous, d'avoir le PowerFX qui est le langage naturel de cette Power Platform. Aujourd'hui, le focus il va être fait sur Power Automate. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Ayez bien en tête quand même qu'on parle de one platform, une seule plateforme, parce que chaque outil peut avoir son utilité indépendamment des autres. Mais en tout cas, il y a une vraie puissance et une vraie force à mutualiser ces outils, à les faire discuter entre eux. Vous imaginez bien qu'ils sont très bien intégrés les uns avec les autres et que chacun a sa force et son rôle en fait dans la plateforme. Donc, application, automatisation, site web et la partie stats, voilà, reporting. De fonctionner et de valider, de piloter une seule plateforme, le One Platform que Nicolas a cité, va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des briques de notre système d'information. Côté DSI, la Power Platform va être validée en tant que telle. On ne va pas aller à chaque fois valider, ils utilisent une app, ils utilisent de l'Automate, du Virtual Agent. Quand on aura déterminé nos cas d'usage, on aura déterminé nos règles de gouvernance, eh bien, ça s'appliquera à l'ensemble en fait de cette Power Platform. C'est la force de l'approche One Platform. Ce qui va nous permettre, côté système d'information, eh bien, comme sur l'iceberg qui illustre notre propos, eh bien, d'abaisser quelque part la ligne de flottaison et d'avoir l'ensemble des applications de l'organisation gouvernées, pilotées par la direction des systèmes d'information, mais aussi, bien entendu, en ayant une réponse à des enjeux de délai, aller plus vite pour produire des apps et des solutions, de budget, le faire moins cher avec du no-code
et du low-code, et bien entendu de s'adapter aux besoins métiers. C'est bien la démarche de faire plus avec moins, c'est exactement ça. Exactement. Ensuite, on arrive à un concept, je dirais, fondamental de l'approche no-code, low-code, c'est de travailler en équipe. Microsoft met en avant un concept de Fusion Teams, c'est-à-dire d'avoir vraiment les métiers, l'IT, le volet développeur pro qui vont travailler en fait en symbiose. L'IT, comme on l'a dit, va valider la notion de one platform. Les métiers vont exprimer des besoins, prendre la main sur des sujets no-code, low-code, et être renforcés par des compétences pro dès lors qu'on a besoin d'aller un peu plus loin sur les applications ou sur les automatismes qu'on va réaliser. Donc, le travail collaboratif, c'est aussi un des facteurs clés de succès. Et je dirais que au-delà d'avoir une DSI quelque part en mode fournisseur des métiers, on va avoir une équipe qui va fusionner avec des besoins d'un côté et des ressources de réalisation de l'autre. On va le voir, c'est la transition avant de rentrer dans la présentation. C'est le bénéfice de la Power Platform. C'est d'aller, comme on a dit, plus vite, moins cher, d'aller se connecter. On n'est pas là aussi avec la Power Platform pour renverser tout le patrimoine technologique sur lequel vous avez déjà investi. On est là pour s'y connecter, pour le bonifier, pour créer plus vite des applications favorisant l'expérience utilisateur, l'expérience client, d'aller beaucoup plus vite dans les automatismes. Et encore une fois, avec la certification côté IT, du respect des règles de l'art, du respect de la sécurité, d'avoir une plateforme, one Power Platform, de valider pour laisser libre cours aux métiers dans l'expression de leurs besoins et à l'IT de délivrer encore plus vite des moyens. Nicolas, comment on va automatiser nos processus? Eh bien, on y va. On va commencer bien sûr par une démo qui se veut assez concrète, assez pragmatique pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance et en même temps de la simplicité de la solution. Alors, avant d'aller vraiment sur le démarrage de cette démo, je fais un peu encore patienter sur un support, mais que vous compreniez bien, aujourd'hui, on est très orienté Power Automate, donc l'automatisation des processus. On a parlé la dernière fois des applications. Là, on va parler de l'automatisation des processus et qui est vraiment un des points centraux de la digitalisation de vos process. Donc, ça veut dire que peut faire Automate? Il peut faire beaucoup de choses. Il peut effectuer tout un tas de tâches automatiques. Envoyer un email, recevoir un email, extraire une pièce jointe, faire tout un tas de choses avec des activités qu'on va faire au quotidien. Il va pouvoir automatiser des processus d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va le voir derrière, il va pouvoir matérialiser finalement les processus que vous connaissez déjà dans votre entreprise, que vous avez sûrement déjà écrit sur un tableau blanc et que vous avez déjà réfléchi, mais on va le voir à l'écran et ça sera très graphique, très visuel. On va pouvoir automatiser bien sûr des tâches sur l'ordinateur du collaborateur, ça c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on verra un petit peu plus tard, et puis on va pouvoir manipuler de la donnée. Encore une fois, on va s'appuyer sur l'existant, comme le disait Thierry, donc prendre des données à un endroit, les déplacer à un autre, faire de la gouvernance et faciliter la transition de l'information. Les connecteurs, on parle de 1000, de 800, ça va très vite, ça bouge beaucoup. Effectivement, on estime qu'il y a en tout cas près de 800, entre 800 et 1000 connecteurs qui sont déjà préconfigurés, qu'on peut déjà utiliser. Et encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Alors, dans la démo qu'on va montrer, là, on va prendre un cas très, très simple, un cas de demande de réservation de déplacement professionnel, quelque chose qui arrive quand même assez souvent et à peu près dans toutes les entreprises. Certaines sont déjà équipées, d'autres moins, etc. On va prendre ce cas-là qui, normalement, parle à tout le monde et on va partir de quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire, en tout cas, d'un site, voilà, de demande de réservation, un site interne, qui a été mis là. Je vous indique juste que voilà, c'est sous forme d'un petit peu de vidéo parce qu'on a besoin de cadrer le temps et que j'essaie de respecter les timings de tout le monde. En tout cas, sachez que voilà, on est parti sur ce démarrage d'un site interne pour faire une demande de réservation, mais on pourrait effectivement partir sur d'autres supports, un fichier Excel, peu importe. On a pris ce prérequis-là, cette hypothèse-là.
Et donc, voilà, on a un site interne type SharePoint, là où on va aller faire cette demande. Et puis, on arrive en fait sur l'environnement Power Automate. Alors, Power Automate, juste pour explication, comme l'ensemble de la suite Power Platform, on est bien sur une plateforme online. Il n'y a pas de choses à installer sur son PC. Tout est créé, tout est exécuté, tout est testé et tout est suivi d'un point de vue technique sur une plateforme online. Donc, on a à notre disposition un outil qui nous permet justement de créer, de suivre et de contrôler tous nos flux. Comme à chaque fois également, Microsoft nous propose soit des modèles, soit effectivement de partir de zéro, encore une fois, pour nous simplifier la vie, d'aller plus vite. Alors, quand je prends un modèle, effectivement, on voit qu'il y a, ne serait-ce que sur les modèles liés à Outlook, la messagerie, des centaines et des centaines de modèles, parce que ce sont des cas d'usage qui sont régulièrement utilisés, remontés sur la plateforme. Et donc, on va pouvoir prendre un modèle, prendre quelque chose d'existant, juste pour découvrir l'application, juste pour voir à quoi elle ressemble. Et pour reprendre le terme qui avait été évoqué par Microsoft la dernière fois, le terme de bidouiller, c'est-à-dire on va vraiment regarder ce qui se passe dedans. On va effectivement d'abord contrôler les connexions, parce que bien sûr, l'apport Automate va se connecter à divers outils. Et puis, on va avoir une interface qui nous permet de dessiner nos flux. Alors, ça marche par des petites boîtes, j'aime bien ce terme-là, mais vous voyez, c'est une sorte de petites boîtes qui sont là et qui, à chaque fois, correspondent à des actions, des déclencheurs, on verra derrière à quoi ça correspond, des conditions. Pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, ça ressemble à de l'algorithme, hein. C'est vraiment, j'enchaîne des actions, des si, sinon, mais au lieu de coder, vraiment, je vais avoir des boîtes qui me sont mises à ma disposition pour pouvoir réaliser ces opérations-là. Et je peux donc les déplier, les replier, en ajouter des nouvelles. C'est assez graphique, c'est assez lisible. Et à chaque fois que je vais rajouter voilà, des boîtes, je vais pouvoir avoir à l'intérieur des composants, des connecteurs, des actions possibles. Je vais pouvoir exécuter tout un tas de choses. Et c'est là où la panoplie est quand même assez importante. Donc, je vais pouvoir m'amuser comme ça à rajouter des champs, à contrôler. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement global de cette Power Automate. Possibilité, bien sûr, de tester ce qu'on est en train de faire avec des alertes, des erreurs. Et on verra derrière même comment on peut optimiser cette partie test. Alors là, pour aujourd'hui, hein, pour l'exercice, on va quand même partir d'un flow, d'un processus qu'on va complètement créer de zéro. Alors, vous voyez, hein, il y a une petite explication en haut. C'est quoi un flow? C'est un déclencheur, c'est des actions. Et voilà, c'est tout. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Alors, il y a effectivement plusieurs types de processus. Il y a ceux de type scriptural, c'est-à-dire qui vont se déclencher parce qu'il se passe un événement, parce qu'on a fait un enregistrement, parce qu'un mail est arrivé, parce qu'on a rempli un formulaire, etc. Et puis, il y a ceux qui vont être plutôt de type événementiel. On va déclencher toutes les semaines, tous les jours à la même heure, ou alors même des flows qu'on va déclencher manuellement, puisqu'on peut, via des boutons, déclencher des flows. Alors là, dans mon exemple, voilà, je suis parti de mon formulaire de type SharePoint, et donc je vais dire, bah, à partir du moment où j'ai quelque chose, une réponse qui a été envoyée dans mon formulaire, je vais pouvoir déclencher une action. Alors une action, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être envoyer un mail, ça peut être mettre une alerte justement dans l'application pour Automate. Il y a beaucoup de choses. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher un peu dans ce qui nous intéresse. Donc pour le coup, on va prendre l'exemple de Teams, hein, qui est quand même l'outil collaboratif le plus utilisé aujourd'hui. Et je vais commencer par le plus simple des plus simples, c'est-à-dire juste envoyer un message à une personne donnée parce que quelqu'un a répondu. Ça paraît effectivement très simple, mais c'est important à comprendre. Ça veut dire qu'au lieu d'aller sur mon formulaire, d'aller chercher toutes les réponses et voir ce qui s'est passé depuis un certain temps, j'y vais en mode dynamique. Je pousse l'information quelque part. Et donc, lorsqu'une réponse est envoyée à mon formulaire, j'ai bien mon déclencheur. Je vais déclencher une action de type message, tout simple. Il va dire, prévient qu'une réponse a été envoyée. C'est la base. Vous allez voir qu'on va monter en gamme et en puissance derrière. Mais avec simplement ça, en quelques secondes, je pense qu'on est dans l'ordre des 10-15 secondes, on est donc capable en fait juste de prévenir une personne, un groupe de personnes à chaque fois que quelqu'un va faire du coup une demande de réservation pour un déplacement professionnel. C'est fini, j'ai enregistré mon processus, je le vérifie et je vais pouvoir tout de suite le tester. Donc on est bien dans le type d'application où on voit tout de suite ce qu'on est en train de faire. Pas besoin de compiler, pas besoin d'installer, etc. Je vais juste tester. Alors là, je vais faire un petit test manuel.
C'est-à-dire que je vais revenir sur mon formulaire et je vais faire quand même ma saisie de réservation, ma demande de réservation, et on va regarder ce qui se passe derrière pour voir si mon processus se passe bien. Donc, je fais une saisie assez basique, réservation en train, avec une date de départ, un coût estimé. On a pris quelques champs pour vous montrer comment ça se passe, mais ça reste effectivement assez simple. Je vais donc soumettre mon formulaire avec les éléments que j'ai remplis, et on va voir qu'en temps réel, quand je vais regarder mon processus, je vais tout de suite voir ce qui s'est passé. Alors déjà, on me dit que ça s'est bien passé, heureusement pour moi, et que ça a été correctement exécuté. On voit le temps que ça a mis, et on voit même le détail des retours, des réponses. Si on va aller plus loin techniquement, voilà, on peut creuser un petit peu sur tout ce qui s'est passé derrière, mais en tout cas, c'est du vert, ça se passe bien. Bon, maintenant, j'ai dit qu'un message a été reçu, c'est très bien, on a eu l'information, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que quelque part, la personne qui va recevoir la notification dans Teams, on va la voir derrière, va devoir à nouveau se connecter sur l'Excel, sur le formulaire pour aller récupérer les informations. Donc, il y a quand même une action manuelle qui va prendre un petit peu de temps, qui est pénible parce qu'on est souvent en train de faire autre chose et qui nous oblige à aller basculer sur une autre application. Donc, je vais essayer de la rendre un petit peu plus intelligente. Et donc, je vais rajouter comme ça des tâches intermédiaires. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas uniquement demander est-ce qu'il y a une réponse ou pas, c'est que je vais essayer d'avoir toujours, en allant chercher avec le connecteur Forms, je vais aller chercher les détails de la réponse, pour savoir exactement ce qui a été rempli à l'intérieur. Donc, vous voyez toujours cette notion de liste. J'ai toujours renseigné aucune ligne de code, hein. Je ne fais que cocher des cases. Je vais récupérer, vous voyez, l'identifiant. On retrouve l'étape d'avant, là, lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, je la retrouve en haut. Je vais choisir bien cette réponse-là. C'est vraiment cette réponse-là qui m'intéresse. Et puis, je vais faire une autre action que d'envoyer un message. Je vais faire une approbation. Il y aurait plein de choses à dire sur les approbations sur Teams. Retenez pour l'instant que c'est juste une demande de validation. Et ça, il y a bien quelque chose qui existe déjà chez Power Automate pour ce qu'on appelle faire une demande de validation, d'approbation. Alors, elle peut être plus ou moins complexe. On peut demander à plusieurs personnes de valider, à une seule personne, à un certain ordre, etc. On peut pousser assez loin le concept. Là, pour l'exemple, on va rester encore une fois très simple. On va juste demander à ce que dès que quelqu'un approuve ou rejette cette demande, le processus puisse poursuivre. Et puis derrière, on va pouvoir traiter ce qui se passe. Alors, quand la personne va recevoir la demande d'approbation, elle ne peut pas faire grand-chose sans rien. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir les détails de ce qui a été demandé, c'est-à-dire la ville, la date, le coût, et on va pouvoir tout lui pousser dans Teams. Voilà. Donc ça veut dire que derrière, sans aller rechercher, sans ouvrir l'application, simplement dans Teams, on va pouvoir lui fournir tout le détail de la demande. Et avec tout ça, elle sera en capacité de prendre la décision d'approuver et de rejeter. On l'a fait sur une demande de réservation de déplacement professionnel. Imaginez-vous que ça peut être fait sur tout un tas d'autres choses, sur des demandes de validation de documents, de factures, de CV. Voilà, le champ des possibles est inimaginable. Et donc, effectivement, en tout cas, on va pousser l'information, on va donner tout ce qu'il faut derrière pour que la personne puisse choisir, faire son approbation et on va attendre son retour. Et c'est là où il faut comprendre que ces processus soit se déroulent en un bloc, soit ils peuvent être en attente quelque part pendant 1, 2, 3 jours, le temps que la personne reçoive l'information, valide ou refuse la demande. Donc on va créer une attente. Et puis derrière, comme pour ceux qui ont fait un petit peu d'algorithme, on va faire un petit if, un petit si, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si la personne approuve ou si la personne refuse. Et on aura donc deux actions différentes. On va donc aller chercher le résultat dans mes petites aides contextuelles à droite. Et puis, je vais dire, si le résultat est approuvé, qu'est-ce que je fais? Tiens, je reprends ma tâche de tout à l'heure, je la fais glisser-déposer. Là, on est vraiment dans le low-code. Et je vais prévenir, alors non pas la personne qui va recevoir la demande, mais je vais prévenir celle qui a émis la demande pour lui dire, c'est bon, c'est bien reçu. Et donc, vous voyez, j'ai mon petit encart en bas à droite qui me permet d'aller chercher toutes les informations qu'on est en train de générer dans ce flux. Et si je reprends ma demande de départ, vous voyez, je peux retrouver l'email de la personne qui est à l'origine de la demande. Et c'est bien à lui que je vais lui envoyer un tips. Vous voyez, donc de ma demande très simple, demande reçue, j'ai ajouté un petit peu d'intelligence, j'ai rajouté le détail des informations, je demande une approbation, je demande une validation cette fois-ci. Elle peut être plus ou moins complexe avec plus ou moins de personnes. Et en fonction de ça, je peux faire plusieurs traitements différents.
Donc, toujours de la même manière, j'enregistre mon traitement, j'enregistre mon processus, je le valide et je le teste. Alors, vous allez voir cette fois-ci, au lieu de faire tester et ressaisir une nouvelle demande, j'ai ce qu'on appelle la possibilité de automatiquement aller chercher le jeu de données qui vient d'être fait, c'est-à-dire la saisie précédente. Elle a fonctionné, on la réutilise, ça m'évite de tout ressaisir, et je vais pouvoir comme ça retester et voir en direct ce qui se passe dans mon processus. Donc voilà, le flux est en cours d'exécution, comme c'est indiqué. Alors, on retrouve là sur mon Teams la demande de tout à l'heure. C'est bien un bot qui, à un moment, m'a dit demande reçue. Ça, c'était pour la demande un peu classique. Mais là, cette fois-ci, on va avoir une approbation. Donc, on va avoir une alerte dans Teams avec un petit message, cette fois-ci, de type pop-up, là, qui me dit vous avez une demande, voilà l'émetteur, voilà la date de départ, voilà l'arrivée, voilà tout ce que j'ai renseigné. Et puis, bah, moi, je peux mettre des commentaires, rejeter ou approuver. Je vais approuver pour l'exemple. Donc, en tout cas, sachez que là, c'est une demande voilà, qui arrive un peu de manière poussée de ce type-là, mais on a bien un centre d'approbation dans Teams qui nous permet de lister, historiser en fait toutes les demandes qui ont été faites, et on retrouve qui a demandé, quand, à quelle date, quel a été le retour. Et on voit que tout s'est bien passé, encore une fois, dans mon processus, tout est vert, et je peux retrouver tout ce qui a été dit, exécution par exécution, j'ai toutes les traces. Voilà, donc mon processus, je l'ai rendu un petit peu plus intelligent. Maintenant, c'est un peu à la volée, c'est-à-dire que j'ai accepté, j'ai refusé, tout ça, c'est un peu dans un centre d'approbation, mais je voudrais quand même stocker quelque part l'information, la tracer, l'historiser, pouvoir en faire des tableaux, des stats, j'imagine plein de choses. Et à ce moment-là, je vais devoir stocker un peu tous ces retours-là. Alors, je vais repartir sur quelque chose d'assez simple, qui va être la création d'un élément SharePoint. Alors, pour ceux qui connaissent, on a des listes dans SharePoint qui permettent de stocker de la donnée. Et vous voyez qu'à l'écran, quand je commence à aller chercher dans SharePoint, on me propose mes sites SharePoint. Quand je sélectionne un site SharePoint, on me propose la liste. Ça tombe bien, j'ai une liste réservation qui est là pour ça. Il me la propose, pas d'identifiant, pas de choses techniques à renseigner. Je n'ai qu'à sélectionner. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je n'ai fait que des clics de souris. Et quand je sélectionne réservation, vous voyez, dynamiquement, il va me proposer tous les champs que contiennent cette liste. Je n'ai donc plus qu'à les remplir. Alors, soit en dur, comme on dit, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai ma liste des trains, avions, voilà, je l'ai sélectionné de ce type-là. Soit je vais aller dynamiquement aller remplir ma date de départ, ma ville de départ, tout ce que j'ai déjà utilisé dans mon message Teams de tout à l'heure. Vous voyez, je recherche avec ma petite aide là sur la droite et je vais pouvoir remplir la date de départ, la ville de départ, etc. Donc, c'est presque, encore une fois, la même chose qu'un glisser-déposer. Je vais juste prendre mes champs, je les remplis et je vais constituer, alimenter une liste qui, cette fois-ci, pourra être réutilisée par la suite. Donc là, on va mettre quelques champs, quelques données, on ne va pas tout mettre, hein, c'est pas vous avez compris le principe. Il y a des choses qui seront à compléter par la suite, mais en tout cas, avec ça, j'ai de quoi créer un enregistrement. Et puis, ça, c'est extrêmement important. On pousse le low-code jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment, les saisies d'un formulaire, elles ne sont pas vraiment contrôlées. Il y a des erreurs, on va mettre un numéro de téléphone, un mauvais format, une mauvaise date. Là, je vais prendre encore un exemple très très simple. On a saisi une ville de départ, une ville d'arrivée, qui potentiellement sont en minuscules. Je voudrais un petit peu organiser mes données, les rendre propres, les harmoniser. Et donc, typiquement, mettre ma ville de départ en majuscule. Alors, comment ça se passe? En temps normal, il me faudrait formule. On arrive pas dans le no-code, mais dans le low-code. Formule, il faut quand même connaître la formule, il faut connaître un petit peu les choses, et tout le monde n'a pas cette connaissance-là. Donc, on a possibilité d'aller encore plus loin et de travailler avec ce qu'on appelle les expressions. Et en fait, je vais juste travailler sur le résultat. Ça existe aussi dans Power BI, hein, ce sujet-là. C'est-à-dire que je vais dire, à partir du moment où, par exemple, en ville de départ, j'ai reçu tel élément, alors là, c'était Longo, par exemple, en minuscule. Moi, je le veux en majuscule. Voilà. Je vais peut-être pouvoir donner d'autres exemples. Et on pourrait avoir la même chose pour tout type de champ. C'est-à-dire, tiens, j'ai une date. Si je l'ai une date de tel format, je voudrais l'avoir dans tel format. Si j'ai un numéro de téléphone qui est dans tel format, je voudrais l'utiliser. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai mis à gauche ce que je peux avoir en entrée, à droite ce que je veux comme résultat. Il va me générer tout seul la formule. Donc, je n'ai pas besoin de la connaître. Soit je la copie-colle, soit je le fais directement appliquer. Voilà. Et
à ce moment-là, il va me remplir ma formule. Et dans ma ville de départ, je ne vais plus juste reprendre bêtement le champ qui a été renseigné, je vais le travailler, je vais mettre un format pour pouvoir injecter ça. Donc, à nouveau, je teste. Je réutilise mon dernier jeu de test, je ne ressaisis pas dans le formulaire, et je continue. Donc, on va à nouveau avoir les étapes de l'approbation. Je vais aller dans mon Teams derrière pour approuver la demande, et on va retrouver exactement le même fonctionnement. Donc là, dans l'approbation, vous allez voir, l'ongo est bien écrit en minuscule, on a fait le traitement derrière, hein, donc c'est normal qu'il soit en minuscule. J'approuve, ça rentre bien dans mon centre d'approbation, et cette fois-ci, je vais un cran plus loin et je vais stocker la donnée. Tout est en vert, tout est bon, tout est OK, et j'ai bien créé mon élément. Alors, on va aller le voir là dans mon site justement de réservation. J'ai à côté la liste des réservations en cours. On a vu tout à l'heure que je n'avais pas tout renseigné, c'est normal qu'il y ait des petits trous, mais vous voyez, mon logo là, il est bien écrit en majuscule parce qu'on a fait le traitement, et ça s'est rempli dans une liste. Donc, on sait donc qu'on peut récupérer des événements, traiter, demander des validations, repousser à d'autres endroits. C'est ça Power Automate, c'est vraiment de faire des liens entre des outils existants, soit chez vous, soit dans Microsoft 365, soit en interne, des outils qui sont propres à votre fonctionnement actuel, et on va aller pousser de la donnée, la faire circuler, la faire valider, la remettre en forme, la traiter, générer des documents, etc. On peut faire tout un tas de choses. Et on vient mettre du lien en fait dans votre système d'information. Alors vous allez me dire, ça c'est un reproche qu'on pourrait dire en voyant cette démo, c'est que bah oui, mais c'est très bien, mais on est toujours dans l'écosystème Microsoft. On a parlé de Forms, on a parlé de Teams, qui est quand même un élément important pour la validation, mais au final, vous repartez dans SharePoint. Moi, j'ai une base chez moi, installée chez moi, sur mon site, et je voudrais que vous puissiez alimenter mon outil, mon ERP, voilà, mon outil de frais. Je voudrais que vous puissiez m'alimenter. Et donc, on a donc capacité à aller bien plus loin et aller s'interconnecter avec vos outils, vos bases hébergées chez vous. Alors, l'exemple parfait, c'est la base SQL, c'est la plus connue. Il y en a plein d'autres. Et donc, on a capacité, si vous voulez, à un moment, à aller se connecter sur vos serveurs, soit pour aller détecter, comme on l'a fait tout à l'heure, un changement. Il y a eu un enregistrement de créé, un nouveau client, il y a eu un nouveau devis, il y a eu tout un tas de choses, et je lance un processus, soit aller écrire directement dans votre base SQL. Donc, vous voyez là, de la même façon, je vais retrouver une base SQL sur laquelle je me suis connecté, je vais retrouver le nom de la base de données, on va m'en proposer, et puis je vais même aller chercher la table, toujours en simple clic, hein. Je n'ai pas fait une seule commande SQL, aucun script, aucun développement, et je vais pouvoir comme ça aller chercher ma petite table. Ça met un petit peu de temps parce qu'il va aller me chercher toutes les tables qui sont dans cette base de données. Je retrouve réservation, et lui, du coup, va aller tout seul me chercher encore une fois les champs qui composent cette table-là, qui donc pourrait être une table que vous avez mise en place chez vous, un outil existant chez vous, et de la même manière que ce qu'on a fait en ligne sur du SharePoint, on peut le faire de manière hébergée chez vous avec les champs qu'on va remplir dynamiquement. Je ne vais pas aller jusqu'au bout pour que vous compreniez, parce qu'on va perdre un petit peu de temps et ce n'est pas le plus intéressant, mais vous voyez, en très peu de temps, on a donc montré qu'on pouvait faire détecter des choses, informer, validation et écriture. Alors, on va aller juste encore un cran plus loin. On va parler de l'application Power Apps, parce qu'on en a parlé la dernière fois. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on vous a montré la dernière fois qu'on pouvait créer ce type d'application de type Model Driven, c'est son nom officiel, pour justement suivre les demandes de réservation en cours. Alors, c'est quelque chose qu'on a créé vraiment pour l'occasion. Ça m'a pris, je pense, entre 15 et 20 minutes pour créer ce type d'application. On a vu lors du dernier webinaire que ça pouvait aller très, très vite. On crée les champs, on les fait glisser et on récupère les informations à l'intérieur. Donc là, j'ai bien ma demande de réservation ici qui est faite avec mes champs. Et j'ai quelque chose qui est en haut, qui est très intéressant, qui est un autre type de processus, qui est le processus métier, qui est vraiment vu comme un guide pour justement ne pas se retrouver avec un formulaire avec 200 champs à remplir, 50 qui sont obligatoires alors qu'on n'a pas l'information au départ, donc je ne peux pas enregistrer, donc je fais des mauvaises saisies pour que ça s'enregistre. On a tous été confrontés à ça. Là, l'idée, c'est de pouvoir segmenter un peu l'information dans le temps et se dire qu'aujourd'hui, pour une demande de réservation, j'ai
des phases à mon processus. J'ai une phase de création, j'ai une phase de validation, et je vais pouvoir comme ça basculer de l'un à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un processus métier, et c'est assez graphique, et ça permet de voir en un clin d'œil où on en est. Ce processus est dynamique, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, on a mis un montant estimé de 200 €, c'est l'exemple, nécessite qu'il y ait une validation du N+1, mais une validation du N+2, parce que c'est un certain montant. Si par contre je la passe à 100 €, vous voyez, mon processus s'adapte et on n'a pas besoin là du coup du N+2. Ayez en tête que c'est très dynamique et que ça va du coup pouvoir refléter tous les cas de figure de vos process d'entreprise tels que vous allez nous les proposer. Alors comment ça se passe pour paramétrer tout ça? Eh bien, c'est la même chose. On a derrière un outil qui nous permet de manière graphique, avec glisser-déposer, avec des champs, sans code, sans quoi que ce soit, de matérialiser ces différentes phases. Vous voyez, on retrouve le nom de mes phases, on retrouve mes conditions. Si le coût est supérieur à 200 €, à ce moment-là, je vais devoir une demande de réservation du N+2. Et qu'est-ce qui doit devoir se passer dedans? On va avoir des champs, la date, qui, etc. Je n'ai plus qu'à mettre à jour et à la volée, je vais pouvoir voir à quoi ça correspond et retrouver mon processus. Donc ça, c'est vraiment un processus à part entière. On a vu le premier qui était vraiment le process de déclenchement d'action, d'activité, d'inscription dans des bases, de mise à jour. Là, on était sur un processus plus graphique que ça. Et puis, on va faire ce qui, pour moi, va compléter et va aller jusqu'à l'aboutissement de la réservation. Parce que, encore une fois, souvent, quand on a ce genre d'outils, on ne va jamais jusqu'au bout. C'est la problématique, c'est qu'on a des beaux processus, c'est bien avancé, etc. Mais au final, il faut quand même bien aller la faire, cette réservation. Il faut bien quelqu'un qui va devoir aller traiter le voyage, réserver le train, acheter le billet, etc. Et c'est là où, en fait, généralement, il manque toujours quelque chose et c'est jamais complet. On entend toujours cette phrase de « on y est presque ». On est presque arrivé au bout, mais il y a toujours du travail manuel qui n'est pas très passionnant, hein, d'aller faire des saisies dans un outil, c'est pas le plus amusant et on a d'autres choses à faire. Et donc, on va cette fois-ci déclencher une action complémentaire. Alors, on va faire une saisie, là, ça va être sur le site d'Egencia, on va faire une action complémentaire. On va appeler là, à ce moment-là, un autre type de workflow. Je repasse de manière temporaire sur un slide pour vous expliquer, on passe sur de la RPA. RPA, c'est ce qu'on appelle la Robotic Process Automation, et c'est donc un autre type de processus, un autre type de logiciel qui va en fait simuler les actions d'un humain. C'est pas plus bête que ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'interface, d'API, de je pousse de la donnée, je vais la chercher dans une base de données, etc. C'est je me mets à la place d'un humain et je fais ce que pourrait faire un humain dans sa totalité. C'est-à-dire ouvrir des interfaces, cliquer, fermer, clic droit, copier, coller, enregistrer sous, etc. Tout ce qu'un humain peut faire avec son clavier et sa souris, on va pouvoir enregistrer avec un robot, on va pouvoir lui apprendre et on va pouvoir lui faire des tâches qui sont fastidieuses, répétitives, sans valeur ajoutée. On voit l'exemple à gauche, hein, si je dois tout le temps basculer entre un fichier Excel, c'était bien notre cas, ou une liste SharePoint, et je dois aller repartir dans un site online ou ressaisir dans mon ERP, au final, j'ai toujours de la saisie. Qui aujourd'hui est capable de me dire je ne fais pas de saisie en double et je ne passe pas du temps à faire l'administratif, je n'y crois pas trop. C'est-à-dire que je pense que tout le monde est confronté à ça et que l'idée, c'est bien pour ces tâches vraiment sans intelligence, sans réflexion, qui sont vraiment fastidieuses, qui sont lourdes, de pouvoir les faire par un robot. On gagne du temps pour faire le travail sur quoi on est embauché dans l'entreprise et on laisse faire le robot pour les tâches un peu plus fastidieuses. Alors, je vais avancer un petit peu pour gagner du temps, effectivement. Je vais donc exécuter cette fois-ci mon robot. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai toutes les données, j'ai la date d'entrée, j'ai la date de sortie, je vais revenir là. Et puis, j'ai la ville, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, en fait, je n'ai plus qu'à dire à mon robot, déclenche-toi. Donc là, croyez-moi sur parole, j'ai lâché mon clavier et ma souris, et c'est bien mon robot qui va ouvrir Egencia, se connecter avec les logins d'un user classique, hein, on n'a rien inventé au niveau sécurité, et vous voyez, il est en train de tout remplir. Il a sélectionné mon train, il a sélectionné ma ville de départ, d'arrivée, ça va assez vite, hein, c'est un robot, il ne se trompe pas, il clique là où il faut, il envoie les bonnes informations, il va potentiellement chercher le moins cher, il va trier, il va pouvoir faire tout un tas de choses et revenir compléter mon processus que vous voyez derrière en fondé. Donc, je résume, hein. Workflow
traitement, workflow visible et workflow RPA qui va prendre la main, soit sur le PC du collaborateur, soit sur un serveur externe, soit sur un autre PC de service, et faire des actions de ce type-là, parce que c'est lourd quand même d'aller discuter avec un agentia, d'aller lui pousser, d'appeler des API. C'est pas l'objectif de ça. Donc on amène de la souplesse, de la rapidité, on revient sur la phrase de tout à l'heure, faire plus avec moins. Et donc, on est donc capable d'aller jusqu'au bout du processus. Ça, c'est très important, grâce aussi avec cette notion de RPA. Donc, on a un outil pour ça également, un logiciel qui est intégré, qui est d'ailleurs intégré dans Windows 11 et qui nous permet en fait de déclencher toutes ces actions, soit d'apprendre, on a un petit bouton enregistré, et il va tout apprendre, soit de lui montrer. Il y a souvent les deux à faire. Vous voyez, on a plein d'actions qu'on peut faire sur tout un tas de sujets, navigateur, Excel, tout un tas de choses. Je ne rentre pas trop dans le détail sur cette partie RPA parce que je pense que ça fera l'objet d'un webinaire On fera un webinaire, en effet. dédié. Toujours la même chose, des exemples. Vous voyez, on peut automatiser de l'Excel, du navigateur, c'était notre exemple, du PDF, tout un tas de choses qu'on peut faire avec ça et c'est assez puissant et en tout cas complémentaire avec toute la suite. Pour terminer, on a vu toutes les capacités du processus, simplicité, rapidité, mais on pousse les choses à l'extrême et jusqu'au bout. Ce qui nous intéresse, c'est de traiter des processus de bout en bout, j'insiste. Et donc, on a aussi nativement tous les indicateurs qui nous permettent de voir si le processus se passe bien, combien de temps il met, est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement, est-ce qu'il y a des choses qui marchent moins bien, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas utilisées. On peut inventer des workflows, puis au final, on se trompe. C'est pas là où on va apporter des choses. Combien de temps ça met, combien de temps on fait gagner, et on y va jusqu'au bout. Voilà. Donc, on a la suite complète pour aller vite, jusqu'au bout et simplement. Merci Nicolas. Très inspirant ce processus d'automatisation. On va voir en fait qu'on est capable de trouver des cas d'usage en fait de partout, mais en fait cette Power Platform, donc Power Apps, Power Automate et les différentes briques, où est-ce que ça intervient dans un système d'information? C'est oui quelque chose en plus, mais qui va rentrer. Encore une fois, on va capitaliser sur votre système d'information existant, accessoirement et sûrement non Microsoft. Donc oui, dans un système d'information, on va dire, 4 grandes marches. La base, la sécurité, la bureautique, la communication, sûrement un ERP, un CRM, des outils métiers, et puis notre outil mondialement connu, Excel. Mais en fait, cette Power Platform, elle ne va pas s'insérer juste à un niveau, elle va s'insérer partout. On va avoir des cas d'usage partout. Peu importe la technologie, peu importe où sont les événements déclencheurs d'un processus ou les données nécessaires au bon fonctionnement d'une app. D'ailleurs, données qui peuvent être on-premise, dans d'autres plateformes cloud. Bref, cette Power Platform va s'insérer en fait à n'importe quel moment. Et encore une fois, on parle d'une seule plateforme. Donc, dès lors qu'on a validé, qu'on a mis en place les règles relatives à la sécurité, déterminé quelles briques on allait utiliser, eh bien, cette Power Platform est disponible pour notre communauté de no-codeurs, low-codeurs, voire de pro-codeurs. Donc, on a, le fait est, des usages de partout. Alors, on trouve ce cas d'usage de la demande en fait de voyage vraiment transverse. Donc, des cas d'automatisation, on en a sur ces fonctions transverses, finance, ressources humaines, direction des systèmes d'information, services généraux. Mais aussi, on a des cas d'usage métier, typiquement en tant que commercial, un process de validation d'une demande de remise, d'une demande de gratuité ou ce genre de choses. Dans les processus achats, bien entendu, on sait qu'on a ce système d'approbation. Système d'approbation peut-être accessoirement couplé, certes, on avait vu avec Nicolas à Teams, mais peut-être dans votre SAP, peut-être dans votre Oracle, peut-être dans votre business central, peut-être dans votre finance et opération, partout. Partout. Et encore une fois, dans un environnement pas forcément technologiquement et uniquement Microsoft. On va venir se connecter grâce aux milliers de connecteurs existants
eh bien, à l'ensemble d'un écosystème en vue de produire, on va dire, une expérience digitale maximum, maximisant les automatismes et aussi maximisant l'expérience utilisateur, l'expérience client. Alors, pour s'inspirer, Nicolas va contribuer aussi à enrichir pour vous aider. En fait, on est capable de vous mettre à disposition un catalogue d'app avec des applications, encore une fois, transverses sur des ressources humaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir, Nicolas, sur de la direction commerciale? Je crois que derrière, il y a de la direction financière. Bref, on est capable, en fait, voilà, de vous proposer, pour vous inspirer, on va dire, un certain nombre d'exemples au travers de ce catalogue d'app. Ensuite, on a un peu de méthodo. J'aimerais reprendre Nicolas sur un terme qu'il a utilisé et qui sera peut-être pas passé inaperçu. Oui, à un moment donné, on bidouille pour se lancer dans la Power Platform. On a une phase d'apprentissage. Alors, dans notre audience, on a peut-être des novices, mais on a peut-être des gens beaucoup plus expérimentés. Mais à un moment donné, il a fallu découvrir cette Power Platform en mode bac à sable, en mode je regarde quels sont les modèles, qu'est-ce que Microsoft propose. Accessoirement, au niveau des modèles, c'est aussi une des marques de fabrique de la Power Platform, c'est que Microsoft fait évoluer le volet technologique, mais y compris en apportant des nouveaux modèles, des nouveaux cas d'usage. Après, quand on a découvert la Power Platform, qu'on a validé One Platform, eh bien, on va se mettre à réaliser des projets, des apps, des automatismes, implémenter un portail, implémenter des dashboards avec Power BI, peut-être du chatbot avec le Virtual Agent. Et on va se mettre plutôt dans une réalisation en fait agile. Encore une fois, on est en train de collaborer, on travaille en équipe avec les métiers qui sont demandeurs, qui vont être servis, et peut-être avec un renfort des professionnels côté IT. Quoi qu'il en soit, on va passer en mode réalisation agile. Et une fois qu'on aura atteint une certaine maturité, eh bien, on industrialisera notre process avec des méthodes pour générer des cas d'usage, les structurer, réaliser des apps, des automatismes et avoir un cycle de vie, puisque nos applications, elles ne sont pas créées à un instant T, mais on sait très bien que le monde évolue relativement vite et il faut qu'elles aient un cycle de vie. Et tout ça, cette plateforme unique, sous surveillance de l'IT. Pour compléter par rapport à ce que tu disais, Thierry, on a bien l'équivalent sur Teams. C'est-à-dire qu'à un moment, sur Teams, on avait la même approche. C'est-à-dire qu'on arrivait avec Teams, qu'on découvrait. On ne savait pas trop ce que ça faisait. D'un seul coup, on s'est rendu compte que ça faisait plein de choses. Il y avait des équipes. Et puis d'un seul coup, ça a été un petit peu la pagaille. C'est-à-dire que tout le monde crée des équipes dans tous les sens. On ne sait plus trop où on en est. C'est pour ça qu'à un moment, il est important de regrouper, de recentrer et d'avoir une vraie méthodologie pour maîtriser ce qu'on fait. C'est la même chose pour les applications. Aujourd'hui, on est capable de vous accompagner, peu importe votre niveau de maturité sur ces sujets low-code ou no-code. On va être capable de vous former, de vous accompagner, de vous conseiller sur l'appréhension et d'où insérer dans votre patrimoine technologique actuel, où insérer cette Power Platform. On va être capable, bien entendu, de réaliser des apps, de vous assister dans la réalisation de ces apps. Alors, qu'on soit en extension d'un existant Microsoft avec votre business central, votre FNO, anciennement appelé respectivement NAV et AX, mais surtout en dehors de l'écosystème habituel Microsoft. Aujourd'hui, on a plein de cas d'usage, plein de sollicitations avec des outils RH qui ne sont pas forcément Microsoft, des ERP allemands mondialement connus ou autres éditeurs de CRM américains, par exemple. Et quoi qu'il en soit, vous accompagnez à tirer le meilleur de cette plateforme unique au travers de la création d'une practice, d'un centre d'excellence Power Platform.